Pour moi, c'est un grand plaisir de discuter avec une nouvelle invitée hongroise dans le cadre de cette succession de reportages ou d'interviews à Budapest, en Hongrie. J'ai le plaisir de pouvoir discuter avec une amie que je connais déjà depuis quelques années maintenant, à savoir Eva Vamos, je le prononçais à la portugaise, c'est Vamos, qui est l'auteur d'une thèse sur la littérature de colportage au XVIIIe siècle en Hongrie, qui a été soutenue à l'université de Budapest. Elle a beaucoup publié dans le courant de sa vie professionnelle, tout d'abord sur la revue Europe, dans ses relations avec l'Europe centrale et orientale, et plus particulièrement en Hongrie. Plusieurs de ces articles ont d'ailleurs été édités, sauf erreur de ma part, dans les cahiers Jean-Richard Bloch. Je vous en montre ici un exemplaire parmi beaucoup d'autres. Alors, elle a publié aussi en 1980 un ouvrage dont je vais lui demander de me rappeler la traduction, puisque j'ignore le hongrois, qui a été publié en 1981. Alors, c'est une histoire de l'information non périodique en Hongrie, et le titre, si je le traduis, Lássák, ismerjék a világnak minden népei, que tous les peuples du monde connaissent et voient. Et quel est le contenu de ce livre? Alors, il s'agit de l'information non périodique, de l'histoire de l'information non périodique en Hongrie, ce qui est un chapitre passionnant de l'histoire de la presse. C'est ça, oui. Car ça commence à l'époque du roi Mátyás, à l'époque de la Renaissance. Oui, oui. Et donc au XVe siècle. Voilà. Et il a donc, on voit que tous ces feuilles volantes, tous ces écrits avaient un rôle important dans l'histoire, dans la vie politique. Et la formation de l'opinion publique peut-être aussi. Voilà, exactement. Donc le roi Mátyás a fait imprimer pour cette raison son tract. Ensuite, on peut dire que c'est aussi de la propagande ou politique? Oui. Essentiellement, oui. Oui, et quelquefois, donc, c'est des feuilles volantes qui sont pas aussi contrôlées, qui demandent, où on ne demande pas la permission de la même manière que pour les imprimés périodiques. C'est ça, c'est ça. Et oui, je t'écoute. Même tout en considérant qu'il y a des lois moins strictes, les imprimeurs à tous les âges ont fait très attention. Donc, souvent, ils n'ont pas voulu mettre l'adresse typographique exacte. C'est ça, oui. C'est ce qui se faisait souvent en Europe à cette époque-là. L'indication de l'adresse était fausse pour éviter des poursuites bien compréhensibles. À cette époque-là, la censure, oui. Alors c'est aussi un chapitre de la censure, si vous voulez, mais en même temps, donc on retrouve imprimé à Paris, quand c'était imprimé peut-être à Pest, dans une imprimerie, ou imprimé à Cosmopolis, ça c'est siècle des Lumières. On voit l'influence. Oui, c'est la ville du monde entier, littéralement. Oui, hein. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Et ensuite, il y a par exemple des écrits anticléricaux où on a mis des aventures et des difficultés de quelqu'un de la société des Jésuites. Alors on a mis imprimé à Rome, ou dans un autre cas. C'est un clin d'œil un peu ironique aussi, d'une certaine manière. Hein, oui. Exactement. Ou à Jérusalem aussi pour un écrit anticlérical.
C'est ça. Voilà. Et ça, ce sont des écrits alors surtout du XVIIIe siècle ou antérieurs Alors, déjà? dans ce cas-là, oui. J'ajouterais aussi que pendant la révolte du prince Rákóczi, on a retrouvé un peu refait l'histoire de certains imprimés Oui. où un imprimeur hongrois a pensé quand même à son avenir et s'est dit il vaut mieux que j'utilise les motifs d'une autre imprimerie. Donc un Hongrois a copié les décors et les caractères d'une autre imprimerie en C'est Hongrie. ça. C'était des moyens pour essayer de publier au fond des choses qui risquaient d'être mal vues par le pouvoir. C'est ça. Oui. De se masquer, de se déguiser. Oui, C'est cela. exactement. C'est cela. Alors je voulais aussi, avant de terminer cette présentation, montrer encore un ouvrage ici auquel tu as participé. Je vais essayer de retrouver. Voilà, alors sur la couverture, il est marqué donc Collegium Budapest, donc rencontre intellectuelle franco-hongroise, et c'est dans la troisième partie de cet ouvrage où ont été publiés des entretiens sur ces rencontres intellectuelles franco-hongroises sous tes soins, en fait. Hein. Voilà. Et alors, je montre la couverture de l'ouvrage lui-même. Voici. Et alors, quelques éléments biographiques, enfin, pour terminer. Tu es actuellement président du Club des Amis du Monde Diplomatique en Hongrie et surtout, je dirais peut-être, rédactrice en chef du journal francophone de Budapest. C'est comme ça. Voilà. Alors, il reste pour peut-être introduire. Oui, on peut peut-être montrer un exemplaire donc de ce journal francophone de Budapest. C'est le dernier, non, c'est pas un des derniers numéros. Enfin, il est plus ancien, mais ça n'a aucune importance. Voilà. Merci beaucoup. Eva. C'est à l'occasion d'un 14 juillet que l'on a fait sortir et que l'on a parlé dans la presse francophone pour la première fois de deux ouvrages de Clara Royer qui à l'époque n'étaient pas encore tellement connus. C'est ça. Alors j'ai proposé ce sujet au comité de la rédaction, donc un ouvrage d'érudit et un roman. Il fallait oser avec un titre hongrois, écrit entièrement en français, mais le titre Csillag, c'est en hongrois, ça veut dire étoile. Ça peut être un diminutif, mais ça nous emmène aussi dans les années les plus sombres de l'occupation allemande à Budapest. Merci. Alors, je voudrais savoir peut-être deux petites questions sur ce journal. Quel est son rythme de parution? Il est publié tous les combien de temps? Alors, est-ce qu'il y a un rythme régulier ou c'est en fonction des circonstances? L'histoire de ce journal, ça mériterait aussi une publication. Une thèse peut-être. Ça devient Oui. un roman. Oui. Donc, un beau jour, ça a pris naissance en tant que mensuel. Et donc, des francophones ont pensé, et surtout un patron a trouvé que c'est le moment d'essayer dans cette Europe élargie, publier aussi en français pour ceux qui vivent en Hongrie et pour les francophones au-delà de la Hongrie. C'est ça. Et on en était en 1900, non, c'était en 2012 déjà au numéro 362, ce qui veut dire que c'est comment dirais, c'est
C'est un hebdomadaire, c'est... Alors c'est devenu bimensuel, ensuite bimensuel. hebdomadaire, ensuite ça a commencé à connaître des difficultés de diffusion et d'autres, Oui, bien sûr, comme, financières, oui. comme toute la presse écrite d'ailleurs, et ça c'est encore quelque chose d'assez spécial, parce que avouons que même si les intellectuels hongrois aiment beaucoup le français et la culture française et tout ce qui est la francophonie, il n'y en a pas de masse de gens qui vont pouvoir lire. Mais ça a permis, par exemple, certains ont enseigné à partir de ce journal aux étudiants. Par exemple, le français. Ça a permis plein de choses. En tout cas, pour l'instant, c'est en ligne, une publication en ligne. Et alors, mais donc, ça ne paraît plus sous forme papier aujourd'hui. Non, mais je n'exclus pas la possibilité de publier des suppléments, des numéros spéciaux. Enfin, on verra où on arrive. C'est ça. En tout cas, je peux constater que une publication en ligne, ça commence à avoir son importance. Bien sûr. Et que, fort heureusement, il y a des jeunes qui regardent, qui surfent beaucoup sur l'Internet. Et donc, j'ai des candidatures spontanées pour venir en stage des meilleures universités françaises, jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, même jusqu'au Canada, mais le plus souvent c'est de la France que j'ai des candidats qui arrivent. En ce moment, il y a 6 stagiaires des écoles de journalisme de Sciences Po, Toulouse, Grenoble. Vraiment, je suis contente de réunir ces stagiaires. Et ça permet de créer des liens et d'assurer l'avenir, de renforcer en tout cas les liens culturels entre la Hongrie et la francophonie, quoi qu'il arrive. Hein, quoi qu'il arrive. Je ne vais pas peut-être t'interroger plus longuement sur la francophonie maintenant, puisque nous avons prévu dans le cadre de notre rencontre ici d'y consacrer un instant. Je voudrais commencer, peut-être tu m'as montré en fait un article qui est apparu très récemment, c'est-à-dire au mois de janvier 2019, et qui s'intitule « Inventer un journal de combat ». Et je vais peut-être montrer d'ailleurs cet article, voilà, donc publié dans le Monde diplomatique il y a 3 mois maintenant. Et c'est peut-être le point de départ de ma première question, qui va porter sur les conditions de travail des journalistes aujourd'hui en Hongrie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot, nous expliquer un petit peu dans quel contexte ils doivent travailler, en tenant compte bien entendu du contexte politique de la Hongrie. On parle beaucoup de la Hongrie en France et en Belgique pour l'instant. Je puis même dire que j'ai posé il y a 2 jours la question à des étudiants de l'université de Budapest. J'avais été invité à l'école doctorale et dans le cadre du séminaire de ma collègue Eva Rink, elle m'avait autorisé à poser la question aux étudiants qui étaient là, aux doctorants, la question suivante. En Europe occidentale, en tout cas en Belgique et en France, je parle dans la partie francophone, on évoque souvent la Hongrie de Viktor Orban, en insistant sur Viktor Orban, comme étant l'avant-garde sur le plan politique de ce qui pourrait se passer en Europe dans les 10 années qui viennent, parce qu'effectivement, il semblerait que ce qui se passe depuis plusieurs années en Hongrie est en train de se passer en Italie, dans toute une série de pays d'Europe, la France, la Belgique, on parle du Danemark également, sans parler de pays d'Europe centrale. Et j'ai entendu un certain nombre de réponses à ce moment-là, parce que c'est plutôt une question qui nous interpelle beaucoup, parce que les réponses sont plutôt inquiétantes. Est-ce que ça a du sens de parler
comment dirais-je, du mouvement politique initié par Viktor Orban comme étant l'avant-garde, mais une avant-garde rétrograde, si je puis dire, de ce qui est en train de se passer un petit peu partout en Europe. Et alors justement, par rapport à cette question-là, je reviens à ma question, inscrire la question des conditions de travail des journalistes dans ce contexte politique singulier qu'est celui de la situation politique de la Hongrie en ce début du XXIe siècle. Le début du XXe siècle est largement entamé depuis une vingtaine d'années. Voilà. Est-ce que tu pourrais essayer de faire le lien entre le contexte politique et d'autre part les conditions de travail des journalistes? Oui, je dirais qu'actuellement, travailler en tant que journaliste, ça peut être quelque chose de passionnant et de très difficile en même temps. Donc, je laisserai aux politologues de décrire la nature actuelle de la société, de notre société, de la situation actuelle par rapport au travail des journalistes. Ce n'est pas évident. Le journalisme d'investigation, qui est peut-être le haut lieu de tout ce qui est journalisme, demande beaucoup de patience, de persévérance, des moyens. Il en manque. En plus, si dans un média on découvre trop de choses, on publie trop de choses, les journalistes d'investigation travaillent trop bien, alors ça peut signifier la mort du journal, du journal. Ou donc, du média, enfin. Donc c'était le cas du plus grand quotidien. Je vais le montrer devant la caméra. Népszabadság. Oui, tu peux traduire d'abord? Oui. Liberté du peuple. Oui, c'est un ouvrage qui date de quand? Alors, attends, je vais voir la date peut-être à l'intérieur. 2016. Oui. 2016. Donc d'un jour à l'autre, on a fermé ce journal. On croyait que c'est pas possible. C'est ça. Ça, c'est arrivé. Alors là, il y a un autre ouvrage à ce sujet. Merci. C'est ça. Voilà, tu peux traduire également. Ceux qui ont été suspendus. C'est ça que ça veut dire, donc. Oui. Ceux qui ont été suspendus. Voilà. D'accord. Et ça s'est passé dans quel contexte pour ces deux périodiques? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des méthodes assez sophistiquées, on pourra dire, mais en regardant, en ayant un certain décalage dans le temps, on découvre que ça peut arriver souvent. Donc ça s'est arrivé il y a quelques mois à un autre quotidien qui a aussi, c'est tout un roman, la vie d'un quotidien, qui a dû fermer aussi ses portes. Donc un jour, on a découvert qu'un député, un haut fonctionnaire, s'est déplacé en hélico pour aller à un mariage à un mariage villageois. Et c'était le point où le pouvoir se disait stop, ça suffit. C'est ça. Et quoi, c'est ça qui a déclenché alors Oui, mais c'était quand même un processus. C'était préparé, donc il y a des propriétaires. Et c'est pas toujours évident de suivre, c'est pas toujours tellement transparent, ou enfin l'homme qui vit au quotidien ne regarde pas quel est le pourcentage des propriétaires dans tel ou tel média.
Donc il faut avoir des moyens financiers, il y a toute une structure pour, pour faire vivre un journal ou un média. Et alors c'était vendu à plusieurs reprises et finalement c'est un Autrichien qui a acheté et qui s'est trouvé dans une situation assez difficile, donc on dirait qu'il n'avait même pas le choix. Quand on lui a dit vous le vendez, vous le fermez, il l'a fait. C'est ça, c'est ça. Et alors ça s'est reproduit dans d'autres circonstances? Oui, oui. Donc il y a quelques mois, un autre quotidien qui s'appelle Magyar Nemzet, Ce qui veut dire? La nation hongroise. Alors ça avait Et qui est un journal, un périodique de quelle orientation politique? Alors, ça c'est assez compliqué. Il a vécu plusieurs époques, plusieurs périodes. Il y avait un moment où le propriétaire, qui était très ami avec Orban, et n'était plus ami de Orban. Et apparemment, il ne pouvait pas se réconcilier. Mais pour des raisons politiques ou des raisons personnelles, c'est ça? Ou les deux se mêlent, je ne sais pas. Personnel, économique, politique, oui, tout ça. Tout ça. Et alors, l'ancien ami qui a fait beaucoup pour l'Empire, pour construire l'Empire de Orban, est devenu ennemi de Orban. Donc il a commencé à critiquer. Donc le journal qui avant était plutôt un serviteur du pouvoir d'Orban est devenu une critique aiguë de Orban. C'est ça. Et pour quelle raison? On ne sait pas. Parce que ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre, mais pour des questions d'intérêt économique ou... Comme je l'avais dit, politico et économique. Et personnel aussi. Et donc, finalement, il a dû fermer. Il n'avait plus les moyens. Parce que tous ces investissements, donc, même si c'était lui qui a inventé un peu tout ce système économique, comment construire le pouvoir du parti, comment avoir des ressources financières, là, tout d'un coup, il a commencé à couper des vivres. C'est ça. Mais au fond, c'est un phénomène que l'on a rencontré depuis maintenant de nombreuses années en Russie aujourd'hui, avec Poutine, où il y a aussi d'anciens amis qui sont devenus ses pires ennemis, et où dans le domaine de la presse, il y a eu aussi des épisodes quand même assez j'allais dire sanglants ou cinglants, je ne vais pas jouer sur les mots ici, et en particulier dans le domaine des radios, des télévisions. En ce qui concerne la presse non écrite, est-ce qu'on a des phénomènes semblables pour les radios, les télévisions, les chaînes? Comment ça se passe? Alors justement, pour faire l'enchaînement en quelque sorte, pour le journal Név Szabadság par exemple, donc ça n'existe plus, mais on a une nostalgie. On a quand même un autre journal d'opposition quotidien, donc ça. Tu parles de journaux, ici de la presse écrite ou... Oui, de la presse écrite. Après on passera, j'aimerais bien savoir pour les médias, radio et télévision. Et donc cet autre journal qui s'appelle
Voix du peuple ou Parole Oui. du peuple, ça Oui. dépend comment mieux traduire en français, Nép Szava. Et pour le journal Nép Szabadság, donc comme on a la nostalgie, donc il y a une émission radio qui s'appelle hebdomadaire, qui s'appelle l'heure du journal Nép Szabadság. Oui. Ensuite, en ligne aussi, il y a un blog, donc un des anciens rédacteurs en chef du journal Nép Szabadság n'en pouvait plus, donc il y a un blog qui est très vivant, très intéressant. C'est ça. Et donc pour les radios, donc la radio et la télé de service public, ça a connu énormément de difficultés. Donc moi aussi, j'ai fait partie de la radio de service public, j'ai fait des émissions à la télé, donc j'ai vu comment les possibilités pour tout ce qui est... J'ai travaillé surtout pour culture et vulgarisation scientifique, éducation, francophonie, et comment nos possibilités sont devenues de moins en moins importantes et comment à la fois on a pu renvoyer toute une rédaction de 60 personnes par exemple qui ont fait des émissions de vulgarisation scientifique, d'éducation. On a coupé le financement, c'est ça que tu veux dire? On a coupé les fonds? Ou bien c'est la possibilité de faire certaines émissions en particulier pour des raisons politiques? On a simplement arrêté toutes ces émissions. Oui. Parce qu'elle dérangeait. Ou pour, et on a coupé le financement, ça je comprends bien. Mais est-ce que c'était pour des raisons budgétaires ou on a coupé dans le budget pour des raisons politiques? C'est ça que je voulais savoir. Oui, on a coupé, c'était pareil pour la radio de service public. Et puis quand on a renvoyé énormément de gens qui ont travaillé déjà dans des conditions assez difficiles parce que techniquement il faudrait évoluer pour ça. Il faut donc j'ai vécu des moments assez difficiles quand on a fait presque des prières pour que les anciens pour faire le montage pour que ça fonctionne, mais grâce aux techniciens formidables et talentueux, on a réussi à monter vraiment des émissions de qualité. Avec des moyens très faibles sur le plan technique, c'est ça. Et quand on a coupé tout ce qui faisait la grande qualité je parle du domaine culturel surtout et de scientifique, éducatif de la radio et de la télé, parce que ça je connais mieux. Quand on a terminé, quand on a renvoyé beaucoup de gens envoyés à la retraite ou renvoyés tout simplement, ça c'est encore plus difficile, mais ce sont des gens en général qui étaient amoureux de leur métier, de leur profession. Et à ce moment-là, il y avait une sorte de césure et on a commencé à donner énormément de moyens à qui? À la radio et à la télé, d'État je dirais cette fois-ci, et qui est devenu, donc on le regarde plus tellement, mais quand même les gens qui ont peu de moyens ont une chaîne, alors ils n'ont pas de câble, ils n'ont pas d'abonnement. Ils ont une chaîne, ils ont une radio, une télé qui dit en ce moment sans arrêt, qui parle des problèmes de migrants. J'aime pas le mot, je n'aime pas utiliser parce que... On discute souvent de l'utilisation de ce terme. Donc il s'agit des gens qui fuient des guerres, il s'agit des... donc il y a plein d'autres mots
Oui, en français aussi. c'est une définition qui n'en est pas une, parce qu'on ne dit pas ce qu'ils sont, on dit ce qu'ils ne sont pas. Migrants, c'est pour les opposer aux nationaux, aux sédentaires, et migrants, c'est quoi? C'est des immigrants, c'est des émigrants, c'est un mot qu'on a inventé et qui ne veut pas dire grand-chose. C'est des réfugiés. C'est des réfugiés, c'est ça, migrants, parce que bon, ça veut dire migrants. On comprend bien, on comprend bien. Oui, mais Et je sais il que y c'est avait- un terme qui Et il y avait fait des partie de la novlangue. Oui. et il y avait des réfugiés dans tous les temps. Il y avait des réfugiés hongrois qui ont été Oui, bien bien sûr. accueillis. Oui, Et malheureusement, il y a des calculs politiques et autres. Il y a euh, des moyens psychologiques et autres pour faire vivre ou faire naître dans les gens la peur de l'inconnu, de l'étranger, de dire que, donc c'était des derniers slogans, que la Hongrie doit être le haut lieu de la chrétienté, de la race blanche. C'est extrêmement dangereux. mais ça, Et c'est dire, sur des chaînes nationales, ça, sur des oui, chaînes. oui, oui. Mais Et est-ce qu'on dire, peut parler alors comment alors, dirais-je, de chaînes d'État ou de chaînes gouvernementales finalement? Oui, la réponse semble aller de soi d'après ce que tu viens oui, d'expliquer oui, ici. oui. C'est-à-dire que Et mais l'opposition a quand même la possibilité de s'exprimer sur ces chaînes nationales. non, justement, il C'est y des avait chaînes des, gouvernementales, donc. oui, il y avait des scènes, il y avait une grande manifestation où les manifestations ont demandé que les députés aillent voir les responsables de la télé. Et ils y sont allés et il y avait des scènes incroyables. Donc, évidemment, il n'y avait pas un seul responsable qui voulait les accueillir. C'était vraiment des scènes honteuses. Donc, ils ont essayé de trouver quelqu'un pour une fois dire, voilà, il y avait une grande manifestation à Budapest. C'est ça. Voilà. Donc, c'est grave. Et il faut ajouter aussi que, donc, quand on parle d'une Hongrie ou d'uniforme sur le plan national, enfin des origines du peuple, justement, la Hongrie, c'est en plein cœur de l'Europe centrale, à la croisée des chemins, Oui, bien et c'est sûr. ça qui donne des gens talentueux, ce mélange de peuples. Oui, Tout à l'heure, je t'ai parlé des Serbes qui ont fui des Turcs et qui se oui, sont installés au XVIIIe siècle à Buda, à Pest, dans la courbe du Danube. C'est là qu'ils ont créé leur langue, c'est ça. et Oui. pas l'écrit probablement. Et alors, par rapport, tu parles des Serbes ici, mais par rapport à des sujets plus classiques, mais dont on parle quand même de plus en plus en Europe occidentale, en France, en Belgique, c'est quand même la question de la montée de l'antisémitisme. On en parle beaucoup en France, en Belgique, par exemple, mais pas seulement. Aussi la romophobie, c'est-à-dire comment dirais-je, la crainte des tziganes. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît sous forme larvée dans les médias officiels? Est-ce qu'on n'en parle pas du tout, ou est-ce qu'on laisse transparaître dans ces médias des éléments de la politique ou de l'idéologie gouvernementale par rapport à ces groupes de gens? Est-ce que ça intervient ou pas? Parce qu'on entend souvent, en Europe occidentale, on parle de plus en plus d'antisémitisme en France et en Belgique, hein, donc je ne parle pas ici de la Hongrie. Mais enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on dit que
que Viktor Orban est à l'avant-garde de ce qui est en train de se passer maintenant, malheureusement et tristement en Europe occidentale, en Italie, enfin un peu partout, aux Pays-Bas, au Danemark. Et c'est en cela qu'on dit que tous ces sentiments de repli sur soi, de nationalisme exacerbé, de xénophobie, etc., fait que voilà, ça conduit à cet éclatement de l'Europe et de cette Europe, pas seulement politique, mais aussi d'intégration sous tous ses angles, et aussi justement de ce que tu écrivais c'était le titre de ton livre là, je crois, où il était question justement je ne sais plus quel était le titre précis, mais ça m'a fait penser justement à cette ouverture. Tu peux me redonner le titre ici en français? Oui, que tous les peuples du monde voient et connaissent. Voilà, c'est ça. Donc cette idée quand même voilà, du fait au fond qu'il existe des cultures européennes, entendons-nous bien, mais qui ont quand même beaucoup de liens entre elles. Et que si les Hongrois, je parle ici pour moi qui suis belge, paraissent très lointains, moi je dois dire que quand je viens ici à Budapest, je me sens chez moi. Les amis que je rencontre, mais je ne vois pas de différence structurelle dans notre manière de penser par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et donc c'est cette division qu'on est en train d'accentuer entre les peuples et dont Viktor Orban serait la figure de proue en Europe. On met trop d'ailleurs comment dirais-je, on met un peu trop sur Viktor Orban parce qu'il y a des tas de choses qui se passent ailleurs indépendamment de Viktor Orban, mais comme s'il était au fond le point de départ sans être la cause, mais que quelque part on suit la même voie, même s'il n'est pas l'origine évidemment de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, cela va de soi. Je te pose cette question-là, donc tu as compris, tu parlais des Serbes, tu disais que la Hongrie est un carrefour de routes et d'échanges en Europe, que c'est au fond un carrefour, tu as bien exprimé les choses, tu as fait écho à la situation, à la présence de Serbes depuis très longtemps ici, mais enfin, quand on pense à la Hongrie, on pense à ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs, et quand même, est-ce qu'il y a c'est un antisémitisme latent ou pas, ou qui est provoqué, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on monte en Europe occidentale quand on parle de la Hongrie? Et je voudrais savoir un petit peu tout ça pour voir plus clair, puisque ça se passe en France et en Belgique aussi. Il y avait déjà... entre autres pour les tziganes aussi, pas seulement les juifs, les tziganes. Justement, donc il y avait l'Holocauste des juifs, il y avait aussi l'Holocauste des tziganes. Et donc on essaye de commémorer quand même. Mais la position du pouvoir par rapport à ça, est-ce qu'elle est ambiguë? Alors oui, c'est un mot juste que tu viens de prononcer parce que tout récemment, Orban a dit qu'il n'a pas prêché ni contre qui que ce soit, des hauts responsables de l'Union européenne. Mais il y avait quand même ces affiches où carrément des affiches énormes dont on avait honte et contre Soros, donc Soros le milliardaire juif. Donc déjà il y a une triste tradition en Hongrie quand même de l'Holocauste, où justement dans la conception des historiens aussi, il y a des débats, mais c'est clair que ce n'étaient pas les quelques centaines d'officiers allemands qui ont commis, mais malheureusement avec l'assistance ou avec... la participation active des Hongrois. La participation active des Hongrois, des comme dans d'autres pays occupés d'ailleurs. Oui. Et donc je suis
descendant d'une famille où mon père a été déporté. Oui. Le jour de l'occupation de la Hongrie, donc en mars 1944, il a survécu. Ma mère qui s'est déménagée avec moi sur ses bras, car j'étais un bébé à l'époque, donc je n'ai pas de connaissance. Donc, je me rappelle rien consciemment, mais dans mon inconscient, certainement. Et je connais quand même ce que l'on a raconté dans la famille. Et donc, même des gens de Budapest ont été déportés, moins que, donc, il y avait quand même plus d'espoir de survie pour un juif à Budapest que pour d'autres. C'était pas, donc c'était une famille assimilée, pas pratiquante, mais pas reniant non plus. Non, d'accord. Et donc on vit à une époque où on essaie de retrouver des racines culturelles plutôt. Et c'est ça que je vois auprès de mon fils, de mes petits-fils, dans leur éducation, qu'ils connaissent quand même. Que ça fasse aussi partie de leur culture. Et donc, c'est très difficile de bien contourner cette question, parce que c'est vrai, quelquefois c'est dans l'inconscient des gens, que c'est on le dit, que c'est dans la nature humaine que celui qui est étranger suscite des sentiments de peur, Oui, sauf que les Juifs ne sont pas des étrangers, ce sont des Hongrois, enfin en Hongrie. Ils n'ont rien d'étranger, c'est comme, voilà, ça n'a pas de sens. Donc ça n'a de sens que d'un point de vue socio-pathologique, si je puis dire. Ça n'a de sens. Et ça a du sens de ce point de vue-là. Donc avec ces énormes affiches, on dû quand même compter sur ces affinités. Sur ces affinités, donc mettant un peu parodiquement les traits d'un visage, d'un vieil homme comme Soros. Ça, c'est un problème, mais en ce moment, à mon avis, le problème principal, que pour au lieu de parler d'énormes problèmes de la société, pour parler de tout ce que l'Union européenne a envoyé comme moyen pour que la Hongrie devienne un pays plus moderne, un pays où les gens vivent mieux, ça a contribué plutôt, tous ces moyens ont contribué à l'enrichissement d'une petite élite autour de Orban, ceux qui sont fidèles à Orban. Et ça, c'est très dangereux aussi, parce que ce n'est pas l'esprit de concurrence, ce n'est pas les plus talentueux qui ont gagné tout ça. Et donc, donc il faut dire aussi que les fidèles d'Orban, c'est 2 millions et demi. C'est avec ça qu'ils gagnent les élections dans un pays où il y a quand même 10 millions d'habitants. Donc les élections sont structurées, des règles du jeu sont telles que avec 2 millions et demi, on peut gagner des élections. Et en parlant toujours de ce problème énorme de migration, et que des centaines de millions de personnes vont envahir la Hongrie. Alors on met des images,
ont de l'effet. On sait très bien que les images que l'on envoie tout le temps, tous les jours, que dans toutes les infos, il y a quelque chose, soit une foule de migrants quelque part. Ça peut être aussi autre chose, ça peut être... Et puis il y a ce mur aussi, enfin, ces barbelés qu'on a mis aux frontières. Oui. C'est ça. C'est honteux. C'est honteux, oui, et bien sûr. On ne parle que de quelques centaines de réfugiés. Oui, c'est ça. Et même là, ils les font attendre. Il y avait des familles qui n'ont pas eu à manger. Mais ces messages dont tu parles, ces images, elles émanent directement du parti, du Fidesz, ou elles émanent de qui? Est-ce qu'il y a des... du parti d'Orban, je veux dire, donc. Oui. C'est directement de ce parti-là que ça part, ou d'autres extrêmes droites qui existent aussi en Hongrie et qui ne sont peut-être pas dans la mouvance d'Orban, et qui sont peut-être plus à droite d'ailleurs que lui, le Jobbik, ou je ne sais pas, enfin, il y a des partis encore plus, maintenant plus à droite c'est très compliqué parce que Jobbik, qui était plus à droite, essaye de se positionner vers le centre, et ces derniers temps, malheureusement, hélas, dans Fidesz, il y avait des tendances d'extrême droite, d'après tout ce que je viens de dire. Tout à fait, tout à fait. Entendu. Mais on a déjà beaucoup parlé de ce sujet. Est-ce qu'il y aurait moyen maintenant d'aborder un sujet qui est connexe et lié, celui de la vie, la survie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, des institutions culturelle en Hongrie de manière générale, donc en sortant ici du domaine strictement médiatique. Parce qu'au téléphone, je crois, enfin au téléphone ou par écrit, nous avions, on a communiqué à propos de l'académie et des choses comme ça. C'est très important. Des institutions culturelles. Donc, nous avons parlé de ça beaucoup, entre... amis, entre collègues, il y avait aussi des manifestations, donc tout ce qui est science, tout ce qui est de l'Académie des sciences de Hongrie, tout ce qui ressort du domaine des universités, a d'énormes difficultés en ce moment. On ne veut que des institutions qui dépendent directement du gouvernement, et même pour une telle institution comme l'Académie des sciences qui a 200 ans, qui a été créée par un grand aristocrate hongrois, on a eu l'idée de détruire toutes les structures qui fonctionnent bien. Tu pourrais donner des exemples? Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'Académie des sciences avec tous ces instituts de recherche, et on veut les séparer. Alors, on peut dire que l'Académie des sciences est l'équivalent du CNRS en France. Hein? Oui. Ce n'est pas l'équivalent de l'Académie des sciences de Paris où se réunissent quelques vieux et grands savants. Non, l'Académie des sciences est vraiment comme dans les anciens pays qui étaient communistes. Ce sont en fait des CNRS, des Centres nationaux de la recherche scientifique. Voilà. Et je te laisse poursuivre. C'était simplement pour éclairer notre public. C'est des chercheurs qui peuvent en parler, qui sont concernés en ce moment, qui sont dans un institut de recherche. Et alors, il y a un ministère de l'innovation avec un ministre qui est membre aussi de l'Académie des sciences, mais qui est doué plutôt pour tout ce qui est... Donc, c'est un ingénieur, donc pour les sciences techniques, disons. Oui. Mais qui est aussi membre d'un institut de recherche, mais
il a dit qu'il faut renouveler, qu'il faut plus de succès. Or, la nature de ces recherches, quelquefois, il faut attendre 10 ans pour qu'apparaisse... Ce qui l'intéresse, c'est surtout, au fond, la recherche appliquée qui soit rapidement rentable, si je puis dire, et tout ce qui est sciences fondamentales liées à la culture, parce que, par exemple, le domaine des lettres, qui est ta spécialité, c'est vrai que ce n'est pas un domaine qui est rentable au sens économique du terme. Il est essentiel pour l'humanité, bien entendu, on en est tous les deux convaincus, mais j'imagine que c'est ça que tu voulais dire, que dans l'optique de ce ministre d'innovation qui est plutôt un gestionnaire plutôt que quelqu'un qui s'intéresse au développement de la culture et de la science en soi, ce n'est pas le projet qui est attendu. Et donc il voudrait rénover pour rendre rentable, c'est ça au fond. C'est innover dans le cadre de la société moderne telle qu'il envisage. Oui, mais c'est ça que tu voulais dire ou j'ai mal traduit? Oui, c'est ce qu'il dit, mais au fond, c'est simplement rendre serviteur. Oui, voilà. Toutes ces institutions en disant qu'ils ne voulaient même pas assurer les salaires des... C'est vraiment pour détruire. Parce que quoi? C'est parce que comme dans tous les régimes autoritaires, les intellectuels sont vécus comme des gens dangereux, et parce que ce sont des gens qui pensent par eux-mêmes, et qu'il vaut mieux avoir des gens qui soient des bons techniciens que des grands penseurs. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Il des structures parallèles. Donc par exemple en histoire, ça c'est plus compréhensible. Ils ont créé un institut qui a beaucoup de moyens, beaucoup de moyens, qui s'appelle Veritas, et il y a très peu de vérité. C'est plutôt contre la vérité que cet institut travaille, justement. Mais c'est typique, le terme Veritas, au fond, parce qu'en russe c'est Pravda, et la Pravda c'est à la fois la vérité, la justice, mais on sait très bien que c'était au service de la non-vérité, enfin d'une vérité officielle, mais qui n'était pas la recherche de la vérité au sens noble du terme, c'est ça. Et donc toutes ces institutions, et donc c'est très dangereux, et surtout dans le cas de quelqu'un qui apparemment fait partie intégrante de l'Académie des sciences, mais qui, depuis des années, n'a rien apporté à son institut. C'est un sous-marin, comme on dit. Et alors, un jeune chercheur très courageux qui fait sa thèse de PhD, de doctorat, en biologie, s'est mis la peine et a regardé toutes les publications de l'Institut où ce ministre travaille, pour voir s'il a publié quelque chose, ou au moins parce qu'il a dit qu'il était conseillé. Alors, selon les normes, selon l'éthique des scientifiques, on remercie au moins dans ces cas-là, quand on aide quelqu'un. Pas une seule fois, elle n'a pas trouvé depuis très longtemps son nom, et il a pris quand même un salaire très important. Je n'ose pas dire quel salaire, à côté de ses autres salaires. C'est ça, mais c'est le principe de tous les régimes. Oui, je comprends bien. Bon, on n'est pas dans les régimes qui ont pu exister jadis, mais quand même, on est sur la mauvaise pente, ça c'est sûr. Quand on pense, mais évidemment, là c'est une caricature absolue, et je ne voudrais pas comparer ce ministre de l'innovation avec la personne que je vais citer maintenant, parce que là c'était une caricature, c'était le système poussé à son paroxysme, mais quand on pense que Elena Ceausescu, qui avait fait seulement l'école primaire, était membre de l'Académie des sciences de Bucarest, ça voulait tout dire quand même. Elle était docteur honoris causa alors qu'elle n'avait pas fait d'études, et c'était
des nègres, comme on dit, qui écrivaient ces livres. Et elle n'y connaissait rien du tout. Enfin, mais heureusement, la personne dont tu parles était d'un autre niveau, très certainement. Il serait capable. C'est la caricature, évidemment, de ce système poussé à ses extrémités. Je voudrais maintenant, parce que tu veux peut-être encore donner d'autres exemples, parce que je sais que tu vas avoir une autre activité d'ici peu de temps. Tu voulais donner d'autres exemples sur les institutions culturelles, ou tu souhaites que l'on passe tout de suite à la francophonie? C'est toi qui décides. Alors on peut parler d'académie aussi, Oui. D'académie parallèle pour les arts, Oui. où il y a une académie qui a beaucoup de qualités, qui existe aussi dans l'esprit des pères fondateurs. Oui. Et on a créé une autre académie avec des gens qui sympathisent plus avec le parti de Orban. Oui. On peut presque dire le régime maintenant. Et qui sont rémunérés, qui ont des lieux de création qui sont vraiment bien, tandis que l'autre qui appartient à l'académie, ça s'appelle l'Académie Széchenyi, qui a peu de moyens, mais qui assure des événements exceptionnels pour la vie culturelle et scientifique de Budapest. Et je voulais quand même citer justement ce journal. Je l'ai montré tout à l'heure à l'écran déjà. Inventer un oui, journal. Je l'ai montré. Hein, inventer un journal de combat que on peut créer. C'est ça. Donc on a toujours l'espoir de pouvoir créer des revues, des quotidiens, où maintenant, enfin là ça s'est passé en 1937, où Aragon et Jean-Richard Bloch se sont retrouvés à Poitiers pour fonder un quotidien de combat contre le fascisme. Et ça veut dire aussi que c'était des écrivains, des poètes qui avaient des projets pour écrire des romans, pour écrire d'autres ouvrages, mais ils ont renoncé à ça pour contribuer. Donc il faut avoir un esprit de sacrifice aussi pour contribuer à un combat pour la liberté d'expression, pour faire connaître aux gens la vérité. Bien sûr, mais c'est tout à ton honneur et à l'honneur de tous ceux qui travaillent dans le même sens que toi. Je te propose maintenant de terminer notre entretien avec la question de la francophonie en Hongrie, qui a été évoquée d'ailleurs au début de cette interview, lorsqu'il a été question du journal dont tu es la rédactrice en chef, à savoir le journal francophone de Budapest. Je t'avais dit qu'on n'allait pas évoquer à ce moment-là le public de ton journal, ou de votre journal, puisque c'est un collectif, bien entendu, mais qu'on allait l'évoquer peut-être plus tard. Alors c'est peut-être l'occasion de nous dire un petit peu, mais quelle est la place de la francophonie en Hongrie? A-t-on des statistiques qui permettent de savoir combien il y a de francophones en Hongrie? Est-ce qu'on a des chiffres ou des ordres de grandeur? Et expliquer un petit peu aussi quels sont les lieux où l'on peut apprendre le français? Est-ce qu'on l'enseigne comme matière option dans l'enseignement secondaire, dans quelques écoles ou pas? Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça? Puisque évidemment, la francophonie passe évidemment par cette médiation qu'est l'enseignement, ça me paraît assez évident. Alors, je suis issue d'une génération où on a commencé à apprendre très tôt le français. Dès l'école primaire? Non, quand même pas. Oui. Oui, ah bon. Après, j'ai vécu plusieurs changements de régime. Donc, parce que j'imagine qu'à l'époque communiste, le russe était la deuxième langue après l'hongrois. Non?
Je ne sais pas, Oui. c'est une question que je pose. Donc, mon itinéraire personnel, Oui. c'était apprendre entre 5 ans et 6 ans le français, ensuite un changement, et au bout de quelques années, j'ai commencé à apprendre le russe à l'école et l'allemand en privé. Et au lycée, de nouveau, français et latin. Mhm. Donc tout ça a suivi un peu les changements de régime. C'est ça. Et quand j'ai eu un prix dans un concours national entre lycéens, on m'a dit, s'il te plaît, va à la fac pour le français. De lettres, donc. Oui, Oui. oui. Et donc, en Hongrie, traditionnellement, il y avait un courant assez important pour la francophonie. Il y avait pas uniquement des aristocrates, mais là, dans les milieux de la noblesse, donc ça c'est valable pour le 18e et 19e siècle. Pour le 20e siècle, dans les villes, dans ma famille, je sais que l'on a appris 2, 3 langues au moins, donc, Mhm. dont le français aussi. C'est ça. Actuellement, on ne peut pas dire que le français soit omniprésent, mais il y a quand même euh, beaucoup de gens entre les universitaires, entre les chercheurs, entre des personnes qui simplement s'intéressent. Il y a des femmes qui s'intéressent à la mode, il y a d'autres qui veulent s'épanouir en art, en art plastique. Alors ils aiment aussi savoir ce qui se passe en France. Donc il y avait un vieux des vers, jetez vos regards vers Paris, ça c'est encore siècle des Lumières, mais on entretient cela justement par différentes associations francophones, dont je suis présidente de l'association de la presse francophone. Il y a des anciens boursiers français, il y en a beaucoup d'associations francophones. Il y a une chambre de commerce franco-hongroise qui travaille aussi pour des liens plus étroits, là cette fois-ci économiques, ou même des avocats qui aident justement pour construire une vraie démocratie, pour aider avec les paragraphes. Et donc, pour notre journal, je l'avais déjà dit, je crois, qu'il y a un intérêt de plus en plus important, même en ligne. Oui. Et on a des rêves et des projets pour faire des éditions spéciales pour des grandes occasions, parce que les grandes occasions n'en manquent pas. Il y a le festival de la francophonie, le festival des films francophones, des mois de films francophones. Donc, est-ce que tu peux quand même quantifier un petit peu, ou pas du tout, avoir un ordre de grandeur sur le nombre de francophones, de gens qui sont capables soit de lire, peut-être pas de parler, mais de lire le français? Alors, il y a aussi l'association des professeurs français. C'est une organisation importante. Et ils suivent des chiffres toujours. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une délégation qui est allée à Paris pour un congrès des profs de français, où j'ai interviewé à l'époque Jack Lang pour introduire, je ne pensais qu'à mes émissions à la radio, puis à la télé, qu'il pourrait bien introduire mon émission. Ce qui était fait, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de moi, de ma carrière de journaliste francophone. C'est comme ça que j'étais intégrée au journal francophone de Budapest. C'est ce que je peux dire.
c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est parce que si je te posais cette question-là, c'est parce que en rencontrant ma collègue, donc Eva Rink, je lui ai demandé si je pouvais faire mon exposé en français dans son séminaire d'histoire. Et elle m'a dit: «Oh, mais tu sais, Jean-Michel, ce n'est plus comme il y a 20 ans. Maintenant, les étudiants, ils connaissent l'anglais, mais le français, c'est tout à fait terminé.» Elle parle d'étudiants qui ont, je ne sais pas, 25 ans, en moyenne, 25, 30 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est assez général, à part évidemment les facultés où on enseigne la littérature française, ça va de soi que la connaissance du français est indispensable, mais est-ce que tu as le sentiment que parmi les jeunes, d'une manière générale, le français tend à disparaître, comme dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs, au profit de l'anglais? Non, Non. non, mais c'est vrai que le cas que tu viens d'évoquer, c'est tout à fait, c'est typique. Donc, il n'y a Oui. pas suffisamment de jeunes connaissant le français. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Je connais par exemple une famille où il n'y avait pas du tout la tradition Oui. de connaissance de français, mais où il y a des frères et sœurs. Alors, comme l'autre a appris l'anglais, une autre a choisi l'espagnol, alors la troisième voulait apprendre autre chose et c'est comme ça qu'elle a commencé à apprendre le français et elle est sous le charme. Ou il y a des grands-mères de mon âge qui emmènent leurs petits-enfants dans des crèches ou plutôt des écoles maternelles. C'est ça. Donc il faut faire des efforts. Et qu'en découvrant l'anglais et l'allemand, que ça devienne plus naturel d'apprendre des langues. C'est ça. Et alors, pour terminer, je voudrais te poser une dernière question. Dans les associations francophones, par exemple à Budapest plus spécifiquement, mais on peut parler peut-être d'autres villes en Hongrie aussi, mais à Budapest, est-ce qu'il y a parfois des représentations de pièces de théâtre en français? Je pose cette question à tout hasard. Et s'il y a régulièrement des conférenciers français qui viennent à Budapest pour parler de sujets divers, littérature, mais peut-être aussi politique, ou peut-être encore des tas d'autres domaines, des tas d'autres sujets dans le domaine culturel. Est-ce que ça arrive fréquemment? Hier, tu m'as dit, hier ou avant-hier, vous avez reçu Bernard-Henri Lévy, sauf erreur de ma part, hein, c'est ça? Oui, ça sera ce soir, son spectacle, mais il y a beaucoup... Ah oui, c'est ce soir? C'est ce soir. C'est ça, la pièce de théâtre qu'il a fait jouer à Paris d'ailleurs. Oui, hein? Et il y a des spectacles passionnants, donc il y a ceux qui sont sur place, des étudiants quelquefois, mais il y avait à l'Institut français, au lycée français, des comédiens invités, dont un très beau spectacle suivi d'un débat d'après une pièce de Victor Hugo, Le dernier jour d'une condamnée. Le dernier jour d'un condamné, tout à fait. Oui, mais ça, c'était transposé au féminin avec une comédienne de très grand talent, Lucilla. C'est ça. Eh bien, je te remercie infiniment. En tout cas, on aurait pu poursuivre cette conversation longtemps. Et j'espère en tout cas que pour mes auditrices et mes auditeurs, ça aura été l'occasion de prendre conscience que quand on est à Budapest, on est vraiment très proche, en pensée en tout cas, et même géographiquement, on n'est pas tellement éloigné d'ailleurs, on n'est pas très éloigné de Bruxelles et de Paris surtout, et que voilà, que la francophonie a un avenir en tout cas, en t'entendant, c'est ce que peut espérer, en tout cas en Hongrie, et j'espère en tout cas que les conditions de travail des journalistes, tant de la presse écrite que de la presse audiovisuelle, ne vont pas se dégrader et que l'espoir en tout cas va faire vivre, et qu'on peut espérer quand même
comme tu en parlais tout à l'heure, on peut toujours inventer. Je remontre cet article donc, dont l'auteur est Marie-Noëlle Rio dans le Monde diplomatique de janvier 2019, qu'il y a toujours moyen d'inventer un journal de combat. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci.